Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, relations franco-africaines. Le président français François Hollande entame une tournée au sein de 3 pays du continent dès ce mercredi. Des visites abordant les questions de la lutte contre Boko Haram et le renforcement des coopérations économiques. Burundi, les élections législatives de ce lundi, couplées à un scrutin communal, sont une première phase cruciale en attendant la présidentielle programmée le 15 juillet prochain. Retour sur la situation politique burundaise dans ce journal. Au Maroc, les sociétés rurales sont soumises à des crises sévères telles que les sécheresses successives. Nous verrons comment le pays se mobilise pour lutter contre la désertification. Mais avant de développer ces titres, au Tchad, l'enquête sur les attentats du 15 juin dernier progresse. Ce dimanche, le procureur a annoncé avoir démantelé une cellule terroriste et procédé à des arrestations de plusieurs personnes. Des documents, des ceintures d'explosifs et des téléphones portables de différents suspects ont été saisis. Ce lundi matin, les forces de sécurité ont mené de nouvelles opérations d'arrestation d'islamistes. L'un d'entre eux s'est toutefois fait exploser au moment où la police tentait de l'interpeller. 11 personnes ont perdu la vie, dont 5 policiers. Tournée africaine du président français François Hollande. Le Bénin, l'Angola puis le Cameroun recevront le chef de l'État français dès le 1er juillet en terre béninoise. La démocratie, les affaires et la sécurité devraient ponctuer ces visites. Les précisions de Lise Elsi à Kizimane. Le président français François Hollande commence une tournée de 3 jours en Afrique subsaharienne. Il se rendra au Bénin le 1er juillet, puis en Angola le 2 juillet et enfin au Cameroun le 3 juillet. À l'ordre du jour figurent les discussions sur la coopération économique et surtout la question du terrorisme. Ils parleront des relations économiques qui sont déjà très bonnes. Le Cameroun jouit des avantages que confère le CD2. Ils passeront à revue toutes les questions d'intérêt général entre les 2 pays, mais en particulier, ils focaliseront l'attention, je suis persuadé, sans être dans le secret de leur ordre du jour. Ils parleront abondamment de la stratégie à mettre en place pour avoir raison de Boko Haram et tout ce que la France peut mettre à la disposition du Cameroun, et Dieu seul sait comme elle en dispose. Donc je pense que toutes ces questions-là figureront à l'ordre du jour de leur rencontre. Le choix des 3 pays constitue de grands enjeux pour la France, mais aussi pour les pays hôtes, les principaux étant l'enjeu sécuritaire et celui de la coopération économique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que aujourd'hui François Hollande est en Afrique et pas que dans le précaré francophone. Donc dans son périple, il y aura l'Angola qui est un pays à forte croissance et le Cameroun qui joue un rôle extrêmement important dans sa sous-région par rapport au terrorisme, Boko Haram et autres. Donc pour moi, les 2 grands enjeux, c'est l'enjeu sécuritaire par rapport à la lutte contre le terrorisme en général, et précisément dans cet enjeu où des Français sont souvent enlevés. Et deuxièmement, c'est, comme on le dit souvent en France, les points de la croissance dans un avenir proche se trouvent en Afrique, qui sont des pays à haut potentiel pour donc une croissance à 2 chiffres. L'Angola, le Bénin et le Cameroun accueilleront donc pour la première fois le chef de l'État français. Climat électoral tendu au Burundi, repoussé à 2 reprises, boycotté par l'opposition et la société civile. Les élections législatives et communales ont eu lieu ce lundi. Cette première phase se tient après 2 mois de contestation contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le point tout de suite avec Arwa Barkala. Les Burundais aux urnes et sous haute tension ce lundi 29 juin, première étape du processus électoral qui doit être suivi par des élections présidentielles. L'opposition et la société civile ont appelé au boycott de ces élections. Ce dimanche 28 juin, Pinavio Hanuma, président de l'Assemblée nationale burundaise, a annoncé avoir trouvé refuge en Belgique. Il dénonce le forcing électoral du président Pierre Nkurunziza qui veut se présenter à un 3e mandat présidentiel. Le problème en soi, c'est que le pouvoir oppose aux manifestants la violence. La réponse politique n'y est pas et la communauté internationale, même les médiateurs, sont découragés. La solution pacifique, elle est très compliquée, elle est dans les mains du président Nkurunziza, c'est lui-même qui peut le faire. Et aussi, il y a l'intransigeance de l'opposition. Donc il y a vraiment un vrai problème
au niveau du pays. Les forces de sécurité ont été déployées dans la plupart des 11 500 bureaux de vote et en campagne. Toutes les missions d'observation internationale se sont retirées, à l'exception de celle de l'ONU. Les enjeux de ces élections communales et législatives au Burundi, des élections forcées parce qu'il y a l'opposition qui boycotte, il y a aussi la communauté internationale, certains pays qui refusent déjà de reconnaître les résultats de ces élections, sont principalement pour le président Nkurunziza une façon d'asseoir son pouvoir et en même temps d'imposer une négociation avec l'opposition après avoir eu déjà ses membres, notamment au niveau du Parlement, en ayant la majorité absolue. Donc ce qui fait que l'opposition pourrait négocier en position de faiblesse. Des centres de vote ont été visés par des attaques à la grenade dans la nuit du 28 au 29 juin. La mobilisation des électeurs est l'un des enjeux de ces scrutins. En République démocratique du Congo, des voix s'élèvent contre le calendrier électoral. Outre une partie de l'opposition, ce sont à présent les évêques qui le dénoncent. Pour l'heure, la commission électorale prévoit une série de scrutins, dont des élections locales cette année, au mois d'octobre, et le scrutin présidentiel au mois de novembre 2016. Les évêques catholiques demandent quant à eux que la présidentielle se tienne avant les élections locales et provinciales. Nous restons en République démocratique du Congo avec une question. La richesse du pays en ressources naturelles est-elle un atout ou une malédiction? Une interrogation qui prend tout son sens pour de nombreux spécialistes. Ce potentiel principalement situé à l'est du pays serait à l'origine des conflits dans cette zone. Un reportage de Jacques Amboka. L'est de la RDC, la République démocratique du Congo, vit dans l'instabilité des rébellions et des groupes armés depuis 2 décennies. L'or, le coltan, la cassiterie, la zone renferme diverses richesses qui, selon les observateurs, exposent le pays aux convoitises étrangères et des multinationales. Les pays qui ont la réputation de regorger énormément de ressources naturelles sont souvent passés par ces périodes de guerre, de crise, et que généralement ça n'enrichit pas. Si l'on étudie aussi, l'on examine la nature des crises et des conflits qui se déroulent en RDC, je crois que cette thèse ne serait pas infondée. Il y a, me semble-t-il, une relation de causalité. Des gisements transfrontaliers dont la configuration dans le sous-sol traverse des pays frontaliers et qui donnent aux voisins l'argument de revendiquer le droit d'exploitation. Alors, dans les pays voisins directement du Congo, vous avez les premiers intermédiaires. C'est généralement des Indo-Pakistanais, c'est des étrangers qui installent là-bas des centres pratiquement de récupération, mais en fait des centres d'achat. Ils font entrer dans les réseaux officiels à partir des pays voisins. Donc l'or est identifié comme par exemple l'or ougandais, comme l'or rwandais, comme burundais, mais il est d'origine congolaise. Et ainsi, il entre dans le commerce mondial avec une autre nationalité. Plusieurs acteurs de l'économie criminelle sont impliqués dans la crise à l'est de la RDC, appuyant les revendications politiques des groupes armés qui se transforment par la suite en rébellion. En 2010, le président américain Barack Obama a signé la loi Dodd-Frank exigeant la traçabilité et la certification des minerais issus de cette zone. Son application est une piste en faveur de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Quels sont les moyens de lutte contre la désertification? Le Maroc tente d'y répondre en venant en aide aux agriculteurs locaux par le biais de la préservation des écosystèmes arides. Des projets sont mis en place notamment dans la région orientale du pays, comme nous l'explique Emmanuel Milimonou. Le Maroc lutte contre la désertification. À l'instar de la plupart des pays du continent africain, le Maroc est confronté depuis plusieurs décennies aux graves menaces de la désertification et de la dégradation de ses ressources naturelles. L'ampleur du phénomène observé et les répercussions socio-économiques a amené l'État à adopter une politique et des programmes susceptibles d'enrayer la tendance. C'est dans ce cadre que la région orientale du pays fait l'objet de reboisement. Ici, les populations vivent essentiellement de l'élevage du bétail, mais avec des précipitations faibles et irrégulières. La sécheresse est un facteur commun que les agriculteurs doivent affronter. Il pleut une année, nous sommes heureux, ensuite il cesse de pleuvoir pendant 4 ans, ce qui nous rend tristes. Tout le monde en souffre, petits et grands éleveurs. Nous prions Dieu de nous donner la pluie et nous lui demandons de prendre soin de ces animaux.
Les agriculteurs et les éleveurs de bétail se sont organisés en associations et coopératives pour travailler avec les autorités. Avec le ministère de l'Agriculture et plusieurs organisations internationales, le Haut Commissariat des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification a mis en œuvre de nombreux projets. Parmi eux, les efforts visant à aider les populations locales à réduire la pauvreté. L'objectif principal est la réhabilitation de l'écosystème en général. Ce que nous ambitionnons, c'est de planter des arbres pour régénérer le sol. Il y a de nombreux avantages dans le fait d'avoir une ceinture verte pour protéger l'habitat des peuples ainsi que les institutions. Le Maroc a lancé son deuxième plan stratégique 2015-2024 de 100 millions de dollars en vue de lutter contre la désertification dans les provinces de l'Est. Ce plan sera cofinancé par le gouvernement marocain, le Fonds mondial pour l'environnement et le Fonds international pour le développement de l'agriculture. Les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas les seuls bénéficiaires des projets. Les femmes locales ont également été organisées en associations et coopératives pour les aider à utiliser leurs compétences pour une auto-prise en charge. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.